La Chine possède une population gigantesque, mais également les paysages naturels les plus variés au monde. Des plateaux, des montagnes, des lacs, des littoraux. Son étendue et son climat sont favorables à la formation et à la conservation des espèces. Aucun autre pays ne possède autant d'ingrédients alimentaires potentiels que la Chine. Les gens font de la cueillette, du ramassage, des fouilles et de la pêche dans le but d'acquérir ces présents de la nature. À travers les saisons, nous allons découvrir, via les gourmandises, des histoires entre les hommes et la nature. Shangri-La, dans le Yunnan. Forêt vierge encerclée par les montagnes neigeuses. À la saison des pluies, l'air est humide et froid. Dans les forêts de chênes et de pins, nous essayons de rattraper Danjen Dolma, mais ce n'est pas une chose facile. Dolma et sa mère sont à la recherche d'une espèce de denrée féerique. Ce que Dolma a découvert sous les aiguilles de pin, c'est le champignon de pin, une espèce comestible précieuse. Celle-ci ne peut vivre que dans les montagnes à haute altitude où il n'existe aucune pollution. Généralement, on ne peut trouver qu'un champignon de pin en parcourant 1 kilomètre de chemin. Le chapeau de ce champignon s'est déjà ouvert. Cela veut dire qu'il n'est pas de bonne qualité. Dans le passé, la production était abondante, mais le prix était très bas. Cette année, la production est très faible. En revanche, le prix est très élevé. Le champignon de pin est vraiment un noble parmi les champignons sauvages. Au restaurant, dans les grandes villes, un plat de champignons de pin grillés coûte jusqu'à 1500 yuans. Le champignon de pin donne un arôme très fort. Légèrement grillé sous l'effet de la chaleur, un arôme minéral s'en exhale. Les gens éloignés de la nature prennent cela comme un trésor précieux. Le village d'Izhi, dans le district de Shangri-La, est un lieu de production de champignons de pin. Il est 3 h du matin, mais le village est déjà vide. Tous les villageois, capables d'escalader la montagne, sont partis à la recherche de ce champignon merveilleux. Si je ne partais pas tôt, ça serait battre de l'eau avec un bâton. Les gens qui partent le plus tôt peuvent rafler les champignons de pin. Après avoir traversé des villages sur une distance de 20 km, la fille et sa mère doivent entrer à pied dans la forêt vierge. Même pour les villageois qui connaissent bien les forêts, ramasser des champignons de pin est toujours un jeu de hasard. Le champignon de pin de bonne qualité se cache toujours dans le sol. La maman essaie de retrouver le trou qu'elle a dissimulé il y a 2 jours après y avoir pris un champignon. Effectivement, un nouveau champignon pousse dans le sol sableux, mais insuffisamment arrosé par la pluie, il est très petit. Maman ne fait pas attention à sa santé. Elle ne ménage jamais son énergie dans la recherche des champignons de pin. Je m'inquiète pour sa santé en craignant qu'elle ne s'écroule un jour dans les montagnes. En fait de compte, elle est assez âgée. Le champignon de pin grillé au beurre est un mets populaire dans son lieu de production. On le fait fondre au beurre dans une marmite en poterie noire, on y met de l'émincé de champignons. La température de l'huile fait évaporer très vite l'eau à la surface du champignon, puis l'arôme s'exhale. Un bon ingrédient n'a besoin que de la plus simple façon de cuire. Auparavant, les Tibétains n'aimaient pas manger le champignon de pin, car ils ne s'habituaient pas à sa saveur. Le champignon de pin coûtait alors seulement quelques dizaines de centimes la livre. Néanmoins, ces dernières années, le prix du champignon de pin s'est envolé.
Les pasteurs peuvent toucher environ 10 000 yuans en été. En contrepartie, ils doivent fournir un travail assidu. La collecte du champignon de pin est soumise à une organisation scrupuleusement respectée depuis le lieu d'origine. Ce champignon représente la première classe, il est assez grand et assez bon. Le délai de conservation frais est de 3 jours. Les commerçants transforment au plus vite les champignons de pin collectés. Le prix de négoce d'un tel champignon de pin est de 80 yuan sur le lieu de production. 6 heures plus tard, il se vendra dans les supermarchés de Tokyo, mais au prix de 700 yuan. Dolma s'entasse dans la foule. Elle est un peu nerveuse, car les champignons de pin qu'elle a ramassés ne sont pas assez bons. Je suis assez nerveuse en voyant que les autres ont ramassé plus que moi. Toute la journée, Dolma et sa mère ont parcouru le chemin montagneux pendant 11 heures. En contrepartie, elles ont été très peu rémunérées. Une fois que la saison des pluies est passée, le champignon de pin ne croît plus. Toute la famille se souhaite alors bonne chance pour le lendemain. Dans le Yunnan, il n'y a que 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. À partir de novembre, les vents secs et doux soufflent pendant 6 mois. Il faut attendre jusqu'à la fin mai que les pluies reviennent à Shangri-La. Grâce aux pluies, toutes sortes de champignons sauvages se développent dans les forêts vierges. Mais les champignons de faible valeur ne peuvent pas attirer l'intérêt de Dolma et de sa mère. La pluie est un présent de la nature. Avec la même force, une bonne chance permet à Dolma d'en prendre davantage. Après avoir sorti le champignon de pin, Dolma recouvre immédiatement le trou avec des aiguilles de pin tombées par terre. Elle le fait pour protéger le mycélium. Pour préserver ce présent de la nature, les villageois observent la loi de la forêt. Le champignon de pin a une saveur particulière, mais il n'est devenu populaire que depuis les 30 dernières années. Dans les recettes traditionnelles chinoises, il existe une autre bonne chair de montagne. On prend les pousses de bambou d'hiver les plus fraîches et on les découpe en morceaux. Puis on les fait sauter dans l'huile, on y met divers condiments. Voici un mets populaire dans la cuisine Jiangzhe. En Chine, beaucoup de gens vivent de la forêt de bambou. Ce sont aussi des maîtres qui connaissent bien les pousses de bambou. Les bambougios sont exigeants quant à l'environnement. La présence de murets et de pins portera atteinte à la croissance de bambougios. Ainsi, on ne trouve plus de pousses de bambou. Le vieux Bao vit dans la province du Zhejiang. Dans sa forêt de bambou, il avait sorti une pousse de bambou d'hiver qui était la plus grosse du district de Suichang. La pousse de bambou d'hiver se dissimule dans le sol. Superficiellement, il n'y a rien à trouver dans la forêt de bambou. Mais seulement en jetant un coup d'œil sur la couleur du bout des bambous, le vieux Bao peut localiser les pousses avec. Seule la pousse de bambou d'hiver bourgeonne.
La pousse de bambou d'hiver est saisonnière, elle est difficile à conserver. Après que l'enveloppe d'une pousse de bambou d'hiver est enlevée, il ne reste qu'une petite partie comestible. Si les chefs cuisiniers chinois préfèrent la pousse de bambou, c'est parce qu'elle est un bon ingrédient qui s'assortit très bien aux autres ingrédients. Notamment, son assortiment aux graisses des viandes peut faire ressortir un goût merveilleux. Le vieux bas identifie tout d'abord des bambous de 4 ans, puis creuse le sol le long du rhizome. Après avoir localisé la pousse de bambou, il creuse le sol et la sort avec précaution pour ne pas atteindre les racines. Les pousses collectées sont recouvertes au sol. Grâce à ce moyen naturel, elles peuvent être conservées au frais plus de 2 semaines. En partant du Zhejiang vers le sud-ouest du pays, sur une distance de 1500 km, on est arrivé dans les forêts de bambou de Liuzhou. Liang est un indigène du Guangxi. Sa forêt de bambou produit la pousse de bambou douce. De mi-juin à mi-septembre, c'est le moment de ramasser des pousses de bambou. Celles-ci sont les plus fines et les plus tendres. Généralement, une fois hors du sol, la pousse de bambou se durcit sous l'effet du vent. Si l'on ne la ramasse pas dans les meilleurs délais, elle prend un goût amer et âcre. Le bambou planté chez Liang est une espèce estivale dont la pousse est beaucoup moins tendre que celle d'hiver. Mais c'est un bon ingrédient pour fabriquer les pousses de bambou acidifiées de Liuzhou. C'est un savoir-faire transmis de père en fils, et donc je l'ai eu de mon père. La petite sienne sautée au soja et aux pousses de bambou aigre est un mets typique du Guangxi. On fait bien frire de petites siennes dans l'huile, puis on les fait sauter avec du soja et des pousses de bambou aigre. C'est un mets très appétissant. À Liuzhou, il y a une collation qui s'appelle les vermicelles luosefen, dont la pousse de bambou aigre est l'accompagnement le plus important. Voilà presque 2 heures que Liang ramasse ses pousses de bambou douce. À ce moment-là, l'effet respiratoire atteint son pic au sein de la pousse. 4 heures plus tard, ces 2 corbeilles de pousses commenceront à pourrir. Toute la famille presse la cadence. Avant de se coucher, Liang doit surveiller les vases où les pousses de bambou aigre se préparent. Il vérifie à la lumière la qualité des pousses de bambou acide. Son fils lui a fait savoir que des clients viendraient le lendemain acheter des pousses de bambou acide. Mais pour ces pousses, il faut attendre au moins 3 jours avant leur mise en vente. Donc il a décidé de refuser cette commande. Le vieux bas du Zhejiang est en train de préparer une soupe à base de pousses de bambou. On fait sauter du porc salé et des pousses de bambou à proportion égale dans une marmite, puis on ajoute le bouillon. La saveur du porc salé et celle des pousses de bambou se mêlent. Dans la cuisine Jiangzhe, ce mets se nomme Yanduxian. Traditionnellement, son ingrédient de base est la pousse de bambou de printemps. Mais le vieux bas ne suit pas cette recette. À ses yeux, la pousse de bambou d'hiver, qui coûte sur le marché 20 fois plus cher que celle de printemps, n'est qu'une petite chose dans sa propre forêt de bambou. Dans 15 jours, c'est la pousse de bambou de printemps qui viendra prendre le relais de celle de l'hiver pour préparer les mets savoureux Yanduxian. En fait, en plus des ingrédients frais, les condiments indispensables à la bonne chère viennent aussi de la nature. Dans la région montagneuse Muodang, au nord de Dali, dans la province du Hunan, parmi le grès rouge sont dispersés des puits salants naturels.
Le sel issu de ces puits salants est devenu une saveur typiquement locale. La saucisse salée au sel Duodong peut se servir seulement après une semaine de salage. Le vieux Huang de la province du Yunnan et son fils Shudian sont en train de construire un fourneau en terre au bord du ruisseau. Ce fourneau servira à fabriquer le sel en hiver. L'eau salée est la matière première pour fabriquer le sel. Ce puits salant existe depuis un millénaire au village de Nuodong. Si l'on fabrique du sel Nuodong, c'est pour faire de la bonne chair locale. L'expérience permet au vieux Huang d'identifier facilement un jambon mûr des autres jambons. Le jambon salé depuis 3 ans est complètement séché au vent. L'oxydation en 3 ans permet aux graisses du jambon d'avoir une saveur spéciale. On décompose le jambon au couteau et chaque partie se mange de sa propre façon. La partie proche de l'os médian est la meilleure. Le jambon Nuodong de plus de 3 ans peut se servir cru. Pour préparer la laitue sautée au jambon, on choisit du jambon entrelardé et on le fait avec la laitue fraîche. Puis on assaisonne à l'ail. C'est un mets familial de la région de Nuodong. À midi, avec l'augmentation de la température, le sel dans le sol autour du puits salant augmente et attire les bêtes qui errent aux alentours. Après plus de 4 heures de préparation, le sel se cristallise peu à peu. Le sel Nuodong contient du potassium qui est bon pour la santé. Son goût est léger, c'est le meilleur choix pour fabriquer le jambon. Après le moulage, le poids de sel est fixé. Cette façon de mesurer montre que le sel était la plus importante marchandise à Nuodong. Dans le marché d'hiver du district de Yunlong, le vieux Huang et son fils Shudian se rendent à la foire pour acheter de la viande de porc pour fabriquer du jambon. Le porc du plateau est hors pair. Pour le jambon Nuodong de première classe, même le lard est impeccable. Pour préparer le riz sauté au jambon, on ajoute des lardons de jambon au riz chaud, puis on met en boule à chaud, de sorte que les saveurs du riz et de la viande se mêlent. Il vaut mieux le servir chaud. Chaque année, du solstice d'hiver au grand froid, c'est le meilleur moment pour préparer le jambon. Nuodong se trouve dans une vallée à 1800 mètres d'altitude où le climat est doux. Une telle condition climatique convient à la formation du jambon. Le temps de salage du jambon est long. Il peut durer plus d'un mois. Un autre, ce processus sera suivi d'un séchage. Le salage du jambon est fait dans la cour de la maison ancienne. Le temps est variable dans la région montagneuse. Le soleil et la température basse sont le meilleur moment. Shudian prépare le jambon depuis 10 ans, mais il n'en a pas fait d'aussi bien que son père. Tout à fait, fais le salage comme ça.
mais plus de sel. Mon père m'a transmis son savoir-faire, mais pour les maîtriser, il faut de l'intelligence. Comment pétrir pour faire sortir le sang? Tout cela nécessite de l'intelligence. Le processus de salage du jambon noidant est simple. On met du sel noidant sur le jambon, puis on répète le pétrissage. La fabrication manuelle du sel est si complexe que le vieux Rouen ménage chaque grain de sel. Les gens modernes n'auraient pas pu supporter la rareté du sel. Grâce au progrès du transport et de la technique, le sel est devenu une marchandise dont le coût est très bas. Néanmoins, nous tenons à considérer le sel noidant comme un présent particulier de la nature aux montagnards. La température commence à s'élever dans la vallée à 1800 mètres d'altitude. Dès maintenant, des milliers de jambons noidants commencent à moisir. Les moisissures accompagneront la fermentation des jambons jusqu'au bout. Dans la grande montagne, une gourmandise est en cours de formation. En octobre, l'automne tombe sur les plaines de deux lacs au cours moyen du fleuve Yangtze. Le niveau d'eau des lacs proches du fleuve Yangtze dans la province du Hebei commence à s'abaisser graduellement. Cette règle de la nature permet aux hommes d'avoir la possibilité de découvrir le monde au fond du lac. Shangwu et Maozhong sont frères. Chaque année, lorsque le niveau d'eau du lac s'abaisse, ils viennent au district de Diahu dans le Hebei pour commencer un travail pénible. Pour ces deux frères, devant eux, il y a une opportunité mais aussi un défi. Shangwu et Maozhong viennent pour l'excavation d'une gourmandise naturelle délicieuse. Cette plante pousse dans la vase profonde au-dessous du lac. Ce n'est pas facile de l'excaver. Voici une racine de lotus. Le rhizome sorti par Maozhong s'appelle la racine de lotus, qui est un légume de lac au rendement élevé. La construction de la maison et les frais de scolarité de mes enfants sont tous financés par mon travail. Une bonne santé me permettra de poursuivre ce travail pénible dans quelques années. Ce boulot exige une bonne santé. Une personne qui n'est pas robuste n'a pas la force pour faire ce travail. Pour excaver une racine de lotus tout entière, il faut avoir la patience et le savoir-faire. Il faut connaître l'orientation et la longueur de la racine, puis la sortir de la vase petit à petit. Si la racine de lotus est cassée, elle sera déclassée. Si de la vase est entrée dans la racine de lotus, elle se vendra à très bas prix. Donc, chaque ouvrier travaille pour sortir la racine de lotus tout entière. La racine de lotus est un légume riche en fécule. La province du Hebei produit de la racine de lotus, alors ses habitants savent comment la manger. Pour préparer la racine de lotus farcie, on épluche la racine de lotus et on l'émince. Puis on farcit l'émincé de façon à ce que la farce soit disposée régulièrement. On fait rouler l'émincé dans la pâte, puis on fait frire dans l'huile douce jusqu'à ce que celle-ci dore.
La racine de lotus est un aliment naturel qui a besoin de main-d'œuvre, donc elle a une valeur ajoutée plus élevée que les autres légumes. Pour trouver ce légume, le seul moyen est l'excavation manuelle. Quel que soit le champ de lotus, aucun moyen mécanique ne peut être utilisé pour collecter les racines de lotus. À la saison de la récolte des racines de lotus, ils quittent leur pays natal dans l'Anhui pour rejoindre le lieu de production de ce légume. Chaque année, Mao Zhong et Shang-Wu doivent travailler loin de chez eux pendant 7 mois. Ses frères voudraient s'engager dans ce travail pénible, mais mieux rémunéré. Ils savent que plus mauvaise est la condition, plus la rémunération est élevée. À la veille de la dernière fête du temps, la racine de lotus est bien vendue sur le marché. Cela a attiré un grand nombre de travailleurs professionnels à Jiayu. Après un long travail, je suis courbaturé, j'ai mal aux reins, aux bras et aux jambes. En plus, j'ai mal à l'estomac, ma femme m'a demandé de me soigner moi-même. Évidemment, nous espérons que la racine de lotus se vendra bien. Si nous faisons ce travail, vous savez, c'est pour gagner notre vie. Les travailleurs préfèrent le temps froid. Ce n'est pas parce qu'il facilite le travail, mais parce que lorsque la température chute, les gens consomment plus de racines de lotus pour préparer la soupe, donc son prix augmente. Dans le Hubei, la préparation la plus populaire de la racine de lotus est la cuisson en soupe. C'est un mets familial à Wuhan et au centre du Hubei, la racine de lotus mijotée au travers de porc. Dans le Hubei, presque tous les foyers préparent ce plat au moins une fois par mois. On coupe les travers de porc en morceaux, on les met dans une marmite en grès et on y ajoute de l'eau. On fait bouillir, puis on fait mijoter pendant 1 heure. On épluche et on lave la racine de lotus toute fraîche, on la coupe en morceaux, puis on les met dans la soupe. On fait bouillir à feu vif, puis on fait mijoter pendant 1 demi-heure. Tu sont déterrés, nous nous contentons de les voir sur le marché. Quand nous les voyons, nous nous sentons très fiers. En fin de compte, c'est le résultat de nos efforts. Le ramassage des racines de lotus doit se poursuivre sur 5 mois. Sur le lac Zhenhu, dans le district de Jiayu, 300 ouvriers travaillent du lever au coucher du soleil. Une telle scène se répète chaque année dans les provinces chinoises répandues des lacs d'U. Quelques mois plus tard, au lac Chagan, éloigné du lac Zhehu, de plusieurs milliers de kilomètres, un autre groupe de pêcheurs professionnels commence leur travail saisonnier. L'air sec et la température extrêmement basse ont fait geler le lac. Néanmoins, un présent merveilleux de la nature se prépare au-dessous du lac gelé. Dans un restaurant à Beijing, des cuisiniers sont en train de préparer un mets recommandé au menu, la tête de poisson mijotée aux galettes, qui est le mets le plus vendu. La grosse tête de poisson est originaire du nord-est du pays, lointain de plusieurs centaines de kilomètres. On prend une grande marmite et on met la tête de poisson dans le bouillon préalablement préparé. Puis on fait mijoter pendant 25 minutes. Quant aux galettes, il vaut mieux choisir celles qui viennent de sortir du four. Pour terminer, on fait bouillir à feu vif pour épaissir le bouillon. Manger la tête de poisson est un privilège pour les Chinois. Une tête de poisson de bonne qualité coûte plus que le poisson lui-même sur le marché. Il est 4 heures du matin. Des pêcheurs partent à la lumière des étoiles vers le lac Chagan.
Portant chaussettes en coton, bottes et chapeaux de cuir, ils profitent de la nuit pour aller vers la localité de pêche sélectionnée. À présent, on roule déjà sur le lac gelé et non sur le sol. Le charretier fait attention à toute fissure sur la surface gelée. Si les chevaux mettent leurs pattes sur une fissure, ils risquent de tomber dans l'eau, voire de perdre la vie. Quelle direction faut-il prendre? Personne n'ose en parler. Il s'agit d'un jeu de hasard qui dure quelques heures. Il fait beau aujourd'hui, la teneur en oxygène sous le lac gelé augmente. La densité des bancs de poissons sera très forte. Le filet, d'une longueur de 2000 mètres, plonge rapidement sous le lac. À une température tellement basse, les bancs de poissons se rassemblent. Mais si l'on ne réussit à les localiser, la mauvaise situation peut persister plusieurs jours. Les pêcheurs s'occupent chacun de leur tâche. Personne ne parle. L'inquiétude règne sur le lac gelé. À cause de leurs vêtements épais, les pêcheurs sont obligés d'accomplir lentement les actions simples. Le chef des pêcheurs prend à cœur l'exactitude de son jugement, car celle-ci est liée à son autorité sur les pêcheurs. Ici, nous mangeons tous les jours du poisson. Che Baozhu, 77 ans, très expérimenté, est un chef de pêcheurs de renommée locale. À l'âge de 15 ans, j'ai tenu jusqu'à présent. J'ai 77 ans. Combien d'années ça fait? Comptez un peu. Je n'ai jamais cessé ma carrière. Ça y est, je ne bois plus. J'ai quelque chose à faire tout à l'heure. Quoi? Eh bien, je dois aller à la pêche. Les pêcheurs sont en train de fixer un cabestan sur la surface gelée, autour duquel ils enroulent la corde. Grâce à la force de traction de bête, le gigantesque filet de 2 km se déplace sous le lac. Une scène merveilleuse apparaît. Le filet se déplace lentement sous la surface glacée transparente. Pouvoir voir le déplacement du filet sous le lac gelé montre que l'ensoleillement et l'épaisseur de glace sont opportuns. Mais cela prédit-il que le banc de poissons se trouve aux alentours? La fête du printemps approche. Selon la tradition, une cérémonie de sacrifice au dieu du lac sera organisée. La demande touristique et le commerce rendent cette cérémonie plus grandiose. Monsieur Che, qui est l'un des acteurs principaux, doit y être présent. La cérémonie d'aujourd'hui est très différente de celle du sacrifice gravé dans la mémoire de ce vieil homme. Mais il prie quand même sincèrement les faveurs du dieu du lac pour l'année prochaine. Le filet de pêche se déplace sous le lac glacé pendant 8 heures. C'est le moment de le récupérer. Ça y est! Le monde aquatique est bouleversé. Ces gens bénis par la Providence ont encore une fois obtenu un présent de la nature. Les gros poissons excitent tous les pêcheurs présents. Personne ne fait attention à un détail.
il n'y a aucun petit poisson dans le filet de pêche. Chaque poisson pêché pèse plus de 2 kg. Le vieux chef de pêcheur sait que c'est une règle transmise de bouche à oreille parmi les pêcheurs du lac Chagan. Le filet de pêche utilise des mailles de 20 cm. Ce genre de filet ne permet que de pêcher de gros poissons de plus de 5 ans. Alors les petits poissons peuvent s'échapper du filet. Un proverbe répandu parmi les Mongols peut expliquer cette pratique. On ne tue pas tout lors de la chasse. C'est indispensable pour célébrer la fête traditionnelle. Il faut respecter la tradition transmise par nos ancêtres. Le poisson est un signe de bon augure. Nous emmenons maintenant du poisson chez nous. Ce soir, nous mangerons du poisson en buvant. Monsieur Che a ramené des poissons pêchés chez lui pour préparer le réveillon. Selon la tradition locale, tous les mets sont préparés à base de poisson. Lors du réveillon solennel, le poisson est la vedette. Le gendre de Monsieur Che, excellent en cuisine, sert de chef cuisinier à la famille. Il a fait son maximum pour préparer un repas à 14 plats. Le ragoût de poisson est une spécialité locale. La sauce épaisse de soja fermenté est indispensable. On fait bien mijoter au chabot, puis on met plusieurs espèces de poissons l'une après l'autre. Cette façon de cuisiner est conforme au caractère franc des habitants du Nord-Est. Monsieur Bao prend quelques verres en compagnie de ses enfants. Une année fatigante est passée. Ça, c'est l'émoncé de poisson gros de l'Argentine. Là, c'est la brème de Auchan, c'est un morceau de poisson. Lors du réveillon, la saveur de poisson est répandue au village de pêche du lac Chagan. Le retour du lac nourrit les riverains. Néanmoins, la mer est un monde dont beaucoup plus de Chinois vivent. Les pêcheurs des 3 îles de l'ethnie Ding, dans le Guangxi, utilisaient les échasses pour pêcher les poissons dans la mer bordière. Généralement, le banc de poissons se déplace dans la matinée et au crépuscule sous la mousson du sud-ouest. À l'aide d'une paire d'échasses, en ouvrant un filet de pêche, on peut pêcher presque tous les poissons dans la mer bordière. Au bord de la mer, on ne s'empêche pas de craindre que les ressources soient épuisées. Auparavant, la pêche à l'aide d'échasses était une façon populaire de pêcher. Aujourd'hui, c'est devenu une activité touristique. Au village de pêche Wanwei, ce sont les 5 derniers pêcheurs qui maîtrisent ce savoir-faire. Pour les gens qui vivent au bord de la mer, la séduction vient de la mer profonde. La Chine possède un littoral de 18 000 km. Plus la zone de pêche s'éloigne du littoral, plus le coefficient de danger est élevé. La prière dans le temple Mazu annonce le début d'une nouvelle navigation. Lin Gongxi est un habitant du Hainan et il est capitaine d'un bateau de pêche en pleine mer. En plein hiver, le bateau de pêche de Monsieur Lin est équipé de gazole, de nourriture et d'eau douce.
Il lèvera bientôt l'ancre depuis le port de Sanya. Les 20 pêcheurs du bateau sont pour la plupart des jeunes. À cause de la réduction des bancs de poissons, le capitaine Lin doit assumer les risques de travailler pour rien. Mais le capitaine croit qu'on ne peut pas facilement obtenir de présents de la nature et qu'il faut saisir toute opportunité. Vers le soir, le capitaine a pêché un loup. Après l'avoir découpé, on peut voir l'arête émeraude du poisson. Le loup cuit dans l'eau douce est savoureux. On met des nouilles instantanées, un repas délicieux est enfin prêt. Néanmoins, le capitaine n'a pas pu dîner tranquillement. La lumière a fait venir un banc de poissons. Mais après 2 heures de travail, il n'y a que des méduses dans le filet de pêche. Travailler pour rien, il s'y attendait. Mais la pression tombe sur le capitaine. S'il n'y a pas de prise d'ici 15 jours, Ling Rongxi devra assumer sa responsabilité. En naviguant en mer, les pêcheurs emmènent souvent des maquereaux comme nourriture. Les maquereaux salés peuvent être conservés longtemps. On cuit les têtes et les queues des maquereaux au pickles. C'est une soupe de poisson délicieuse. La mer de Chine méridionale est le plus grand océan de Chine. Pendant le mauvais temps, les pêcheurs accostent sur l'île pour se reposer. Le coût de la pêche en haute mer est très élevé. Depuis la saison de pêche de cette année, Ling Rongxi a pris la mer 2 fois, avec une perte de plusieurs dizaines de milliers de yuan. Cette sortie a commencé il y a plusieurs jours, mais on n'a toujours aucun acquis. Le capitaine Liu supporte une pression de plus en plus forte. Mais Ling Rongxi reste toujours l'espoir de l'équipe, car il est capitaine. Son expérience permettra de localiser le banc de poissons.
Les gens qui vivent de la mer ont encore une fois obtenu un présent de la nature. Néanmoins, la fenêtre pour aller pêcher en mer ne dure que 6 mois. Donc il ne faut pas perdre de temps. La façon particulière de célébrer des pêcheurs est de préparer un repas copieux en poissons de mer. Le maquereau poêlé sans aucun condiment garde sa propre saveur. Il faut mijoter le poisson chudze à l'ail. La meilleure cuisson du poisson de bombe est de préparer la soupe avec des pousses de bambou aigre. La cuisson des pêcheurs garde la saveur originale des fruits de mer. Ling Rongxi a accosté avec un bateau rempli de poissons, mais c'est juste un bref séjour pour lui. Comment les gens s'adapteront-ils à l'environnement océanique à l'avenir? On ne peut pas connaître la réponse. Durant cette saison de champignons de pin qui a duré 2 mois, Dolma et sa mère ont gagné 5000 yuan. C'est la rémunération de leurs efforts. Vers le soir, Shang-Wu a débarqué. Il va bâcher les racines de lotus qu'il a ramassées aujourd'hui. Le premier jour du Nouvel An, Monsieur Che se rend tout seul au lac gelé. Au printemps, 1 demi-million de kilos d'alevins seront remis dans le lac. Ce vieux pêcheur attend toujours le retour du lac gelé. Quand nous pouvons jouir des gourmandises sans nous rendre dans la nature, nous devons remercier le travail et l'intelligence des travailleurs. La nature offre généreusement des présents à l'humanité en contrepartie. 自然地理的多样变化，让生活在不同地域的中国人享受到截然不同的丰富主食。中国人对四季循环的感受，带给中国人丰饶、健康、充满情趣的生活。